On parle beaucoup que, dans le fond, ce type de comportement-là peut être transmis de par cette diffusion-là, cette contagion-là des émotions. Ouais. Fait que tu te fais traiter de façon irrespectueuse par une collègue, ben ça se pourrait que tu te revires de bord, puis que là, ton collègue te pose une question, puis que tu sois irrité, puis que tu donnes une réponse de façon un peu irritée. Puis là, tu sais, dans toute cette subtilité-là, ça va vite qu'on est en mesure, puis les études l'ont démontré quand même, c'est ça qui est fou, là, mais tu sais, ça va vite que tu peux contaminer un pan complet d'une organisation là, de par les émotions qui vont partir de ces comportements-là. Rémi Labelle de RASP est professeur adjoint en gestion des ressources humaines à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur l'incivilité, le respect, le harcèlement sexuel et de genre, les formes modernes de discrimination, la diversité et l'inclusion. Il se concentre particulièrement sur les interventions visant à contrer les formes subtiles de mauvais traitement en milieu de travail. En somme, son travail contribue à améliorer les relations interpersonnelles et à créer des environnements de travail sains, respectueux et inclusifs. Aujourd'hui, Rémi est avec nous pour échanger sur les mauvais traitements interpersonnels et l'incivilité au travail. Allô Rémi? Allô Rémi! Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast. J'étais bien énervé de venir vous voir là, aujourd'hui. Merci. Oui, on est vraiment pour vrai contente que tu sois là. Oui. Puis, ben, on a déjà fait une première rencontre ensemble. Fait qu'on savait un peu le vibe, l'énergie, c'est un peu ce qu'on allait parler. Fait que, tu sais, j'avais hâte qu'on fasse ce podcast-là, parce que je sais que ça va être super intéressant, puis que on va toucher comme plein de sujets variés, puis qu'on pourrait en avoir vraiment long à dire. Fait que je pense que ça va être super pertinent et intéressant. Ouais. Habituellement, j'en ai pour des heures et des heures pour On aime sur ça, ce on sujet-là. aime ça. Mais dans les faits, on va essayer de résumer ça en Ouais. dedans du temps qu'on a consacré à l'émission. Là, Ouais. Oui. Ouais. Donc, ben, en fait, avant de commencer, moi, j'aimerais ça savoir ton background, un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à vouloir étudier en psychologie du travail, des organisations? Ouais. Ouais. C'est une bonne et une question qui pourrait être très longue à répondre, mais je vais essayer de la résumer très, très rapidement. Dans les faits, je pense qu'on s'en est déjà parlé, mais j'étais vraiment pas voué à faire une carrière, du moins de faire de longues études. Là. J'étais vraiment le potentiel de l'effort minimum à l'école, au secondaire, pour pouvoir passer mes cours. Puis de fil en aiguille, bon, ma famille avait des entreprises, puis là, je me voyais prendre la relève de ces entreprises-là. Puis bon, là, j'ai continué au collégial, au cégep. Puis là, j'ai fait mes études en gestion de commerce. Puis là, après ça, j'avais bien de mes amis qui continuaient un petit peu plus loin. Fait que j'ai décidé de poursuivre parce que ça allait bien, finalement. Tu te découvres un peu. Puis bon, quand t'aimes ce que tu fais, ça devient un petit peu plus facile. Puis tu y mets les efforts. Puis ensuite de ça, j'ai poursuivi en gestion, toujours au niveau universitaire. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma directrice, Cynthia, Cynthia Mathieu. Qui est quand même connue, là, je pense. Oui. Ma mère, moi, est en ressources humaines, puis c'est qui, là, elle donne des conférences au gouvernement, puis tout ça. Là, Oui, vraiment partout. Elle a un gros nom. Oui, ces temps-ci, elle travaille principalement, elle, sur tout ce qui touche les dark personalities in the workplace. Fait que, surtout la psychopathie, fait que c'est ça qui l'a beaucoup démarqué. La triade sombre. Tout ce qui est dans la triade sombre, narcissisme, machiavélisme. Elle a écrit un livre, entre autres, sur ça, puis elle fournit beaucoup d'outils, mais elle est partout ces temps-ci, le top leadership voice sur LinkedIn. Ah ouais, vraiment. Oui, je la vois aussi sur LinkedIn, elle est comme dans les tops, ça, comme tu disais, là, dans les classements en premier. Oui, c'est comme... C'est fou. Oui, puis en tout cas, elle est super suivie. Ouais. On travaille encore ensemble beaucoup. Nice. Là, on fait des projets, on a des projets subventionnés ensemble. Vraiment. Qui s'en viennent, entre autres sur les climats toxiques, les cultures toxiques. Fait que ça va être des projets, nos expertises. Bon, on va en découvrir un petit peu de mes expertises aujourd'hui, là, mais elles sont quand même assez complémentaires. Vraiment. Puis c'est elle, en fait, qui m'a emmené à faire le pont, parce que moi, je m'enlignais pour aller faire des études au cycle supérieur, là, en comportement organisationnel. C'est vers là que je m'en allais. C'était plus, là, je vous dirais, mon attirance que j'avais au niveau de la gestion, tu sais, les intérêts que j'avais. Puis je pensais aller peut-être vers d'autres universités à l'extérieur parce que j'ai fait mes études à Trois-Rivières, dans le fond, puis à l'UQTR. Puis c'est Cynthia qui m'a raccroché puis qui m'a dit « Hey, tu sais, bon, vu tes intérêts de recherche, puis ça, qu'est-ce que tu dirais de continuer ton parcours avec moi, mais en psycho? » Puis de fil en aiguille, j'ai poursuivi au doctorat en psychologie, profil de recherche. Puis j'ai poursuivi mes études comme ça, en m'intéressant à ces questions-là. Puis tout part un peu du milieu du travail, dans quoi tu navigues. Ça part de tes observations, bien souvent, sur quoi tu veux travailler. Puis moi, j'observais, entre autres, des relations
peut-être qui semblait un peu problématique à l'époque. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait, mais je voyais qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait, mais que c'était pas clair pour personne. Au travail, ça, les relations? Ouais. Okay. Tu sais, dans les environnements où j'ai navigué, pas tu sais, dans les entreprises familiales, okay. Oui, ben plus ou moins, c'est une autre dynamique, c'est en PME, tu sais, c'est d'autres dynamiques, mais dans des plus grosses organisations, j'ai navigué aussi en emploi étudiant, où est-ce que, tu sais, je me disais, il y a de quoi qui se passe entre les personnes, mais je comprends pas. Tu sais, on dirait que personne, tout le monde comprend et comprend pas en même temps, tu sais, c'est comme... Tu sais qu'il y a quelque chose, mais comme tu vas pas trop... Mais c'est pas clair, puis tu sais, comme, là, c'est comme ça que mon intérêt s'est développé tranquillement vers le sujet de... Un des sujets qu'on va voir aujourd'hui, mais vers l'incivilité au travail. Puis après ça, de fil en aiguille, j'ai continué, j'ai découvert une passion vraiment pour la recherche. Puis j'ai poursuivi, j'ai fait un postdoc à l'université d'Alhousie. Puis à travers mon parcours... c'est vrai, je savais pas. Moi non plus, je savais pas, je pensais à ça. Okay. Ouais, il n'a pas été au complet parce que j'ai été embauché entre-temps. OK. Ouais, c'est ça, mais j'en ai fait une bonne partie avec une autre de mes mentors de vie qui est Dana Kabat-Farr, qui travaille, elle, entre autres, sur les questions sur lesquelles on va s'interroger aujourd'hui. Là, donc, puis une chercheuse de renommée, elle aussi internationale, là, en matière d'incivilité, d'harcèlement, surtout d'harcèlement sexuel et de genre. Mais oui, fait que j'ai fait mon postdoc, puis en fait, l'objectif du postdoc, c'était de développer au niveau de la recherche. Fait que c'est pour te positionner, développer ton programme de recherche, commencer à publier, collecter des données, fait que, pour te positionner au niveau de recherche pour une future carrière. Dans une université. Moi, entre-temps, il y a eu les processus d'entrevue, tout ça, puis j'ai été finalement embauché à l'Université de Sherbrooke. Fait que, à l'école de gestion, donc en gestion des ressources humaines, une superbe université, évidemment. J'entends des bons commentaires. Un peu la promotion. Ben oui, certainement. Ça fait-tu longtemps que tu es là-bas? Ça fait 1 an que j'ai été embauché. Ah, félicitations. Oui. Ah, ben t'es parti quand t'as dit que c'était ta dernière été que tu enseignais à l'UQTR. Oui, j'ai enseigné, la dernière été. Après, t'es parti. Oui. Fait que j'étais déjà en postdoc à cette époque. J'ai été chanceuse. Oui. Oui, parce que vous enseignez à toutes les deux. Mais oui, c'est ça, on est chanceux. Vraiment. Oui. Ouais. Et moi, ça a été mon cours préféré de la maîtrise. Même chose. Ouais. Vous me flattez, là. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, on se connaissait déjà, mais comme il y a plein de choses que je savais pas, fait que je trouve ça le fun qu'on pose comme officiellement la question. Puis, avec tout ce que tu disais, ça nous amène un peu à parler, tu sais, du sujet du podcast, en fait, aujourd'hui. Comme tu mentionnais, tu sais, tes intérêts, c'est vraiment les comportements toxiques au travail, incivilité, harcèlement, microagression et tout ça. Fait que, écoute, premièrement, on pourrait peut-être y aller avec qu'est-ce qu'un comportement toxique au travail. Je sais que c'est extrêmement vague comme question, c'est très large, mais tu sais, peut-être qu'on pourrait partir vague pour rétrécir notre entonnoir puis définir peut-être des concepts puis en parler un petit peu plus. C'est une bonne question. Puis tu sais, j'aime beaucoup utiliser le terme mauvais traitement. Interpersonnel, mettons, au travail, dans le sens où, tu sais, il y a plein de termes ombrelles pour parler de ce type, tu sais, des comportements toxiques, tu sais. Ou encore, on peut parler d'agression, ou on peut parler de, tu sais, comme... En tout cas, il y a une panoplie de termes qu'on peut utiliser, en plus de tous les concepts qui vont se retrouver sous cette ombrelle-là. Mais ce que j'aime à dire, tu sais, comme... Tu sais, parfois, on va parler, par exemple, de violence à caractère sexuel. Puis là, ça va englober, par exemple, tous les thèmes qui vont toucher au harcèlement sexuel, le harcèlement de genre. Mais quand on parle de mauvais traitement interpersonnel, on cible, ça, mais aussi toute autre forme de comportement ou de mauvais traitement. Fait que ça va passer sur tout le spectrum, tant du côté de la discrimination que du côté, du harcèlement proprement parlé ou tout ce qui touche plus à la nature sexuelle ou d'identité. C'est-tu comme une catégorie fourre-tout, genre tout... Les termes ombrelles, c'est un peu ça. Puis après ça, il faut les définir, ces termes-là. Pourquoi vous pensez qu'on les définit, ces termes-là, de façon plus spécifique, ces différents concepts-là? Je pense que les gens peuvent dire qu'ils vivent ils peuvent... Je sais pas, j'imagine que si c'est autant gros que ça, les gens peuvent se perdre là-dedans puis dire, mettons, ils ont vécu quelque chose alors que c'était peut-être pas ça, ou les gens peuvent peut-être se tromper entre les différents termes, peut-être, je sais pas. Oui. Tu sais, je dirais peut-être un peu la même chose ou juste de mettre des mots aussi sur certains comportements. Des fois, ça aide à justement venir définir ça, c'est quoi, parce que, tu sais, si on vient regrouper toute la même chose sous un même parapluie, justement, tu sais, au final, il n'y a plus de distinction, là. C'est comme si tout est bon ou tout est mauvais.
sais. Fait Ouais. comme... On a besoin, je pense, puis tu sais, je dirais que les opinions sont partagées là, sur la recherche, mais je crois sincèrement que de définir certains concepts, proprement parler de ce que tu vis, puis c'est quoi les expériences, c'est quoi les genres de schémas qui émergent, puis tout ça, ça nous amène à intervenir de façon beaucoup plus précise face à certains... Ça fait du sens, fait que, tu sais, parce que là, si on parle, par exemple, d'harcèlement sexuel, ou de genre, ben là, on adresse une identité en particulier, d'être une femme, par exemple, ou d'être une autre minorité de genre. Fait que, tu sais, puis ça, ben, ça vient avec des expériences qui sont propres à ça, tu sais. Fait que, en tant que femme, vous vivez pas le même genre d'expérience qu'un homme cisgenre blanc, tu sais, disons, le typique. Ah mon Dieu, mais c'est vrai, ça fait vraiment du sens. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de ça, en fait, parce que tu vois, instinctivement, on n'a pas eu cette réflexion-là, mais en même temps, c'est vrai qu'après ça, tu veux adapter tes interventions en fonction de ce que la personne vit, tu sais. Non seulement de ce qu'elle est, tu sais, comme tu parlais peut-être un peu, mais tu sais, de ce que la personne vit aussi au final. Oui. Parce que ces expériences sont tous uniques, là. Ouais. Il y a des choses qui sont interreliées, mais ça reste que, au bout du compte, chaque expérience que tu vis sur le plan des mauvais traitements va être unique, puis va être concentré en fonction de qui t'es en tant que personne. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, tu sais, on parle de mauvais traitement, c'est ça, au travail? Ouais, on pourrait dire mauvais traitement. Comportement négatif. Il y en a qui vont utiliser ça. Comportement toxique. Mais c'est tous des termes qui sont acceptés. On peut utiliser ces termes-là? Oui, on peut les utiliser. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui me challengeraient par rapport à ça, là, sur leur utilisation, mais si on les considère comme des termes ombrelles, il y en a qui en ont fait des définitions. Là. Il y a des définitions pour tout. Puis pour les mêmes choses aussi, mais de façon générale, OK. Donc, si on parle de comportements négatifs, qu'est-ce qui pourrait se retrouver sous cette ombrelle-là, en fait? Les différents, peut-être, types de comportements négatifs, en fait. Tantôt, on parle un peu d'incivilité et tout ça. Est-ce que ça se retrouve sous les comportements négatifs? Oui. Je vais vous lancer une question, peut-être, pour ouvrir la discussion, mais à quel genre de comportement est-ce qu'on prête une attention particulière en organisation? À quel genre de comportement négatif? Je pense qu'on prête une attention à des comportements négatifs, mais qui sont surtout visibles, peut-être. Est-ce que c'est... Oui, j'aime ça. Ça fait du sens. Visibles, ce serait lesquels? Je dirais des comportements aussi qui sont contre le travail en soi, si je peux dire, dans le sens où si quelqu'un justement refuse de faire des tâches ou justement s'oppose à certaines choses, peut-être que c'est quelque chose qui sort du lot un petit peu plus que des comportements entre deux personnes. Genre de comportement, on parle des fois de comportement contre-productif. Ouais. Sinon, je pense, on dirait à... ça me fait penser à l'EDI, équité, diversité, inclusion, on dirait... Tu sais, c'est parce que j'ai... Je me dis, je sais pas si j'ai vécu des situations de même, mais on dirait que je me dis, peut-être, par rapport à, mettons, je sais pas moi, par rapport à la couleur de la peau, par rapport à la culture de la personne, ou... Tu sais, je sais pas. Fait que là, vous me ramènez beaucoup vers la visibilité. C'est ça, beaucoup de visibilité. En organisation, on va souvent parler de violence, on va souvent parler de harcèlement, on va souvent parler de discrimination. Pourquoi vous pensez qu'on parle de ça? Probablement parce que les gens... En fait, les chiffres doivent être en hausse, probablement parce que les gens en vivent de plus en plus dans le monde du travail. C'est parce que c'est cadré, c'est légiféré. OK. On a des procédures, on a des règlements qui encadrent ces thématiques. Ces concepts-là, du moins, c'est... Fait que tout ce quand on parle de violence, quand on parle de harcèlement, vous le savez, le processus de plainte, tout ça, quand on parle de discrimination, c'est légiféré par la loi. Fait que, évidemment, on a un cadre de référence auquel on peut, en tant qu'organisation ou en tant que spécialiste RH, se référer, OK? Pour pouvoir émettre, suivre un processus, donner des sanctions, whatever. Mais ce qui est quand même assez intéressant, puis tu sais, on pourrait faire un parallèle avec ça, puis je vais vous faire le parallèle que j'aime beaucoup faire. On les définira peut-être pas toutes, les concepts aujourd'hui, parce que c'est un petit peu lourd, mais on va s'intéresser peut-être à des formes plus présentes en organisation. Mais l'analogie que j'aime beaucoup faire, c'est celle du iceberg.
Ouais. Puis je pense qu'il y a quand même d'actualité un peu partout. Nous autres, ça fait quelques années qu'on roule cette On la connaît, mais pour eux qui la connaissent pas. Mais, puis moi, j'ai des collègues qui ont travaillé là-dessus beaucoup, là, puis avec qui je travaille aussi là, sur différents projets, puis on s'intéresse beaucoup à tout ce qui touche les comportements qui vont se regrouper sous le concept du harcèlement sexuel. Puis l'analogie du iceberg avec les comportements de harcèlement sexuel, ça va vous parler aussi probablement. Là. Je vais choisir ce thème-là aujourd'hui parce que vous êtes 2 femmes, puis j'imagine qu'on a beaucoup de femmes qui nous écoutent aussi. Là. Puis que c'est une réalité qui est encore beaucoup trop commune. Mais si on regarde un iceberg, j'aime beaucoup tracer la ligne de la surface comme étant la conscience publique. OK. Puis ce qui va se trouver au-dessus de la surface, les comportements de nature plus explicite, sont ceux auxquels on va porter un petit peu plus d'attention. Quand on parle de harcèlement sexuel, on va parler entre autres de coercition sexuelle, par exemple, ou encore d'attention sexuelle non désirée. Puis ça va passer par plein de choses, là, comme une agression sexuelle, comme promettre des récompenses en échange d'une faveur sexuelle, des choses comme ça. Donc, tous les cas un petit peu plus médiatisés qu'on a vu passer suivant le mouvement MeToo, tout ça. Conscience publique est éveillée. C'est des cas qui sont clairs, qui sont explicites. Fait que, on les met de l'avant. Il y a eu des jugements, etc. Mais si on descend sous la surface de l'eau, vous savez, un iceberg, c'est beaucoup plus imposant sous l'eau. Qu'au-dessus on ne voit que la pointe de l'iceberg. Donc, je pense que, ça l'explique bien. Puis dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil pour ces types de comportements-là. Donc, tout ce qui va se trouver sous la surface de l'eau va être beaucoup plus imposant. Mais beaucoup plus subtil. Fait que, l'idée là-dedans, c'est que... par exemple, si on fait la comparaison, quand on parle d'harcèlement sexuel, ce qui va se trouver sur la surface, ce serait plutôt des comportements de genre harcèlement de genre. Qui vont être toutes les conduites qui vont être dénigrantes, qui vont pas susciter nécessairement une coopération sexuelle, par exemple, mais ça va plutôt être des comportements qui vont être de nature verbale, symbolique, physique, qui vont véhiculer des attitudes qui vont être hostiles à l'égard des femmes ou d'autres minorités de genre. Hostiles ou offensantes. Là. Fait que c'est un peu plus comme ça qu'on va les retrouver. Puis ça pourrait être des gestes qui vont être un petit peu plus de nature obscène. Ça va être par exemple, ça pourrait être de saboter du matériel ou des équipements qui vont appartenir à des femmes, par exemple, dans l'organisation. Toute l'utilisation de certains termes. T'sais, moi, il y a des termes qui m'accrochent les oreilles là, au quotidien. Là, je suis dans l'environnement là, où est-ce que... on est dans... Pour mentionner les femmes, dans le fond, des termes pour mentionner les femmes? Oui, puis même entre les gens, juste en se parlant entre eux autres. Hey bitch! Savez-vous comment le mot bitch, ça a une connotation qui est très péjorative. L'utilisation de ce mot-là, là, si tu le traduis en français, c'est violent, ce mot-là. Mais ça fait partie un peu des discussions qu'on a au quotidien. Les gens s'interpellent de même, dans les corridors. Puis là, moi, les oreilles me scellent à chaque fois que j'entends ça, Puis, mais ça peut être aussi tous les commentaires du genre, toujours en congé, là, je sais pas pourquoi qu'elle va pas, elle reste pas chez eux pour s'occuper de ses enfants, ou, tous les commentaires qui vont être stéréotypés comme ça. Donc, ou la pression qu'on va ressentir, par exemple, en tant que femme, dans certains milieux pour atteindre un certain niveau de performance, pour démontrer qu'on est capable autant qu'un homme. Bon, tout ce genre d'environnement-là, vous le savez, c'est comme omniprésent. Puis, ce que les études démontrent à ce niveau-là, c'est que quand tu compares les impacts, ou les conséquences de comportements de nature plus explicite, puis de comportements de nature plus subtil, plus implicite, ce qu'on voit, c'est qu'à la longue, les effets sont les mêmes. Ils sont aussi significatifs les uns que les autres. Pourquoi? Je pense que je l'ai dit dans ce que je vous raconte depuis tantôt, là. Ils sont tout le temps là. Ils sont omniprésents. C'est ça. Il y a une persistance, il y a une fréquence de ces comportements-là. Puis, on les adresse pas. C'est ça. Je comprends. Puis avec ça, il y a comme pas de... Tu parlais tantôt qui c'était genre réglementé. Mettons, il y a une procédure pour les... Pour ce qui est peut-être plus explicite. Puis là, pour les trucs plus subtils, il y en a pas, c'est ça, je comprends? Exactement. On n'a pas de cadre vraiment, comme réglementaire qui encadre le harcèlement de genre ou ces subtilités-là. Il n'y en a pas sur le harcèlement de genre. Mettons que tu te sens comme harcelé en tant que femme. Genre. Oui, en organisation, il y en a qui vont en mettre en place, mais de façon générale, sur le plan légal.
Puis les organisations emboîtent le pas tranquillement. Mais ça va être la même chose pour tout ce qui est plus subtil, les macro-agressions, l'incivilité. C'est des choses qui sont... puis mettons là, que vous auriez un chiffre à dire. Il y a comment de pourcentage de personnes qui vivent de l'incivilité au travail? Est-ce que tu peux le définir, incivilité? J'ai oublié la distinction. Oui, c'est bien en fait que tu poses la question parce que c'est probablement pas tout le monde qui savent c'est quoi de l'incivilité. Là, fait que... Bon, l'incivilité là, au sens plus large, puis il faudrait que je vous lise une définition assez précise, mais c'est l'échange de paroles et de gestes qui peuvent paraître à première vue inconséquents ou maladroits, mais qui violent les normes conventionnelles, qu'elles soient implicites ou explicites. OK, ça a un lien avec les normes, dans le fond. OK. De respect sur le lieu de travail. OK. C'est quand même très vague. C'est vague, hein? Oui. C'est large. Moi, je trouve que c'est quand même très vague. Là. Qu'est-ce que ça vous laisse? Qu'est-ce que ça vous suggère, ça, que ça soit si large que ça? Que c'est un haut pourcentage, ça Oui, en effet. Mais... que justement, comme on parlait d'intervention tantôt, c'est comme plus c'est vague, plus c'est difficile d'orienter son intervention parce que il n'y a pas vraiment de... Tu sais, premièrement, il n'y a peut-être pas de réglementation sur l'incivilité. Puis, tu sais, tu sais pas non plus nécessairement sur quoi intervenir parce que... C'est large c'est ça, c'est très vague, là. Puis c'est basé sur les perceptions d'une personne. Ouais. Microagression et macroagression aussi, c'est ça? Oui, puis tu sais, moi, mettons, c'est quoi ma définition du respect versus c'est quoi ta définition du respect? D'un milieu à l'autre, d'une personne à l'autre, ça change, mais d'un milieu organisationnel à un autre, ça change, tu sais. Il y a comme toute une question de... on baigne dans la culture organisationnelle, OK? Fait que, tu sais, j'arrive dans une entreprise où est-ce que c'est traditionnellement masculin, un petit peu plus coupé au couteau carré. Je m'en vais dans le camionnage, mettons. Okay? Versus dans un bureau, dans une agence de marketing communication. Okay? Bon, la réalité n'est pas les mêmes. Ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, ce qui est défini comme étant respectueux, pas respectueux, elle est où la ligne? C'est deux réalités qui sont complètement différentes. Fait que, tu sais, faire des jokes à caractère sexuel dans un milieu pourrait être perçu comme étant, bon, tu sais, le quotidien, tu sais, puis tout le monde a bien du fun. Mais tu arrives avec des nouveaux membres de l'équipe qui arrivent, une équipe plus diversifiée, où là, on va avoir un clash qui va arriver, là. Puis, tu sais, ça se peut-tu aussi que, justement, on parle d'environnements de travail qui sont différents, mais... c'est des cultures aussi qui sont différentes. Tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi que, justement, ça fait peut-être des années que comme il y a des jokes à caractère sexuel qui se passent dans une entreprise, puis que oui, on veut essayer de diversifier l'équipe, mais ça fait tellement longtemps que c'est là que comme au final, il faut que tu viennes changer la culture de ton entreprise parce que sinon, je veux dire, même si tu essaies d'intégrer du nouveau monde pour faire changement ou pour... tu sais, ça va pas changer du jour au lendemain, là. Ben, c'est là. Ouais, c'est une chose, on va peut-être on s'en glisser un mot tantôt, mais il y a comme une question de tolérance organisationnelle. OK? Donc, on tolère certains comportements depuis longtemps. Puis là, oui, ça fait partie de la culture. Ça fait partie du climat. En tout cas, ça affecte le climat, tout ça. Puis dans les faits, c'est sûr que si du jour au lendemain, tu décides de changer les choses, c'est sûr que les gens risquent de pas nécessairement comprendre. Fait qu'on part pas tous du même point. Il y en a chez qui ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y a plein d'éléments qui sont en place, qui font partie de la culture, qui vont faciliter une transition vers un environnement plus respectueux. Okay? Mais dans certains cas, on part de plus loin. Puis évidemment, il ne faut pas penser qu'on va donner un coup de baguette magique puis tout va être réglé du jour au lendemain. Non. Puis il faut reconnaître aussi en tant qu'organisation j'ai peut-être jamais intervenu face à ce genre de comportement-là, on n'a jamais encadré ça. Puis qu'évidemment, il y a peut-être un travail à faire, nous autres, de fond. Aller adresser les racines de ces comportements-là. Mais pour en revenir au pourcentage, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont être curieux parce qu'en tout cas, moi, je suis quand même curieuse. Moi, je dirais, je sais pas, peut-être comme un 70-75 %. Je me souviens plus, là, c'est quoi la question? C'était combien de pourcentage on pense que... Qui vivent de l'incivilité. Que les gens vivent de l'incivilité? Ça va être 50 %. La définition est large. Là. Fait que, c'est un comportement qui est pas dirigé en fonction du genre ou l'identité d'une personne. C'est pas un comportement irrespectueux. Tout simplement. En fin de compte. Quelqu'un, par exemple, j'oublie de te saluer dans le corridor.
OK, ben là, quasiment 95%. Puis là, je pense 90. que, tu sais, bon, donc, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Tu sais, elle m'en veut, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis dans le fond, tout est juste dans ta bulle, ou tu sais. Donc là, on a un doute sur... Fait que c'est subtil, l'incivilité, puis c'est ambigu. T'sais. Ça peut aussi passer par une communication par courriel. T'sais. Je me souviens d'un exemple où, dans un projet de recherche, on est dans un échange de courriel entre deux professionnels de la santé qui nous parlent des soins attribués à un patient, puis que là, après avoir fourni quand même, la personne avait reçu une explication très détaillée du cas, puis là, reçoit un autre courriel envoie un courriel pour une petite question supplémentaire, puis là, la personne lui répond: comprends-tu bien ce que je te dis, avec plein de points d'interrogation. OK, ouais. Fait que ça peut passer aussi par une communication comme ça, dans la façon dont on va communiquer par courriel. Ça aussi, on en commet de l'incivilité. Très subjectif et très subtil. Très subjectif, oui, puis ambigu. Ouais, c'est ça. C'est ambigu, t'es comme, est-ce que la personne a même-tu? Est-ce que comme... Elle a-tu de quoi contre moi? Là? Ça peut être dirigé de façon beaucoup plus concrète. Fait que, des fois, l'incivilité, puis on va en reparler tantôt, elle peut devenir un peu plus sélective. Mais on le voit pas nécessairement au premier regard, ça. On oublie de joindre certaines personnes à un courriel qui pourrait permettre à cette personne-là... On oublie avec... en guillemets, ouais, c'est ça. Puis à quelques reprises, ça aurait pu lui permettre d'avoir accès à un certain... groupe de travail ou projet où cette personne aurait pu avoir de la visibilité auprès des exécutifs de l'organisation, ou on oublie d'inviter une certaine personne à nos 5 à 7 informels entre collègues. C'est dans toute sa subtilité. Mais vous étiez quand même... pendant des années, on parlait que à travers des études qui avaient été conduites au début des années 2000, que 98% des gens vivaient de l'incivilité au travail. Mais aujourd'hui, à travers les dernières méta-analyses qui ont sorti, on parle plutôt d'un 75%. Hey! Fait que, j'avais dit 90-95. Mais j'ai lu là-dessus récemment au travail, justement. Fait que t'as triché, fait que je me doutais un petit peu. Mais... C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Fait que, mais c'est tellement généralisé comme comportement, c'est tellement comme toléré, puis on s'en rend pas nécessairement compte de ce qui se passe. On n'a pas toujours conscience de ce qui se passe non plus. Puis on peut pas déterminer l'intention d'une personne derrière ça. Là. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on se base plus sur l'intention d'une personne pour déterminer les conséquences. Comme on se base sur les conséquences. C'est quoi les effets que ça a pour une personne, ce type de comportement? C'est ça, j'allais te demander, tu sais, parce que c'est quand même considéré comme un comportement négatif au travail, tu sais, mettons de l'incivilité, des macro-agressions. Mais c'est ça, comment quand même déterminer... qui est quoi, genre? Ou tu sais, justement... parce qu'on dirait, je me dis, tu fais quoi pour déterminer si, justement, dans un tel contexte, c'est considéré comme négatif? Justement, là, tu as parlé de l'impact. Fait que c'est comme si ça impacte la personne dans sa vie personnelle, à long terme. C'est quoi qu'on regarde pour vérifier si c'est un comportement négatif, en fin de compte? Tu sais, je vous parlais tantôt de cette importance-là un peu de la fréquence ou de l'exposition à certains comportements. Tu sais, comme... Il y a des schémas qui émergent. OK. En arrière de ces comportements-là. Mais ça demande énormément... Ça demande un œil aiguisé. Ouais. Pour pouvoir faire l'observation de ça, il faut être sensible face à ces comportements-là. Vous savez, hein, les femmes, les minorités, les gens, de la diversité de façon générale, vont être plus sensibles face à ces comportements-là. Puis honnêtement, de façon générale, on le voit très bien. Moi, je fais des présentations, je présente souvent ces sujets-là dans des groupes d'affaires. Puis je vous dirais que à tout coup, 90%, que ce soit même auprès des étudiants et étudiantes, ça, c'est des femmes qui sont là. OK, c'est un sujet qui vous touche davantage, auquel vous êtes plus sensible, mais c'est parce que vous êtes plus consciente de ces comportements-là, puis qu'ils sont dirigés. Fait que, puis ça, c'est dû à tout l'historique sur le plan social. Puis, mais l'importance de là, c'est ça, de voir ces schémas-là émerger. Comment ça se fait, que c'est tout le temps Ariane qui on oublie de mettre en CC dans un courriel? Puis quelle personne fait ça? Puis c'est dans quelles circonstances? Comment ça se fait que c'est toujours... Attends, ça pourrait être moi, là. C'est toujours Rémi, là, à la table de discussion, puis ça sera pas moi, là, parce que je suis trop dans le profil. Mais tu sais, que c'est Ève, par exemple, qui, alentour de la table de réunion, ses contributions sont toujours un peu moins retenues. Il y a des schémas
qui émergent, tu sais, envers certaines personnes. Puis évidemment, ben ça, une fois qu'on a ciblé ça, déjà, on peut commencer à décortiquer puis aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Puis souvent, ben, ça va t'expliquer par plein de choses, plein de facteurs là, liés à l'organisation ou à la personne. C'est ça. Puis ces facteurs-là, justement, c'est quoi? C'est-tu justement comme la culture organisationnelle, par exemple? Ouais, c'est une bonne question. Puis, tu sais, je pense qu'on peut se tourner vers ça. Là. On peut faire un topo ensemble. On peut essayer de le faire rapidement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça, mais on pourrait se demander dans quoi ça prend racine, ça, ces types de comportements-là. Puis je vous dirais que il y a des racines qui sont communes, je vous dirais, à toutes les formes de comportements de nature plus toxique. Là. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont agir comme ça? Tu sais, le contexte, c'est une chose qui est super importante. Tout ce qui est facteurs structurels et organisationnels, si on pense à des déséquilibres au niveau du pouvoir, si on pense qu'ils vont pas être là, nécessairement comme contestés là, au niveau de ces structures-là, tant que ça soit même au niveau formel ou même au niveau informel. Tu sais, le pouvoir social des pairs, là, des collègues, ça peut avoir une influence importante là, sur qui fait partie du groupe et qui ne fait pas partie du groupe. Okay? Évidemment, tout ce qui va être structure hiérarchique, très strict, des styles de leadership autoritaire, tout ce qui est des environnements où on va avoir beaucoup de règlements, beaucoup de restrictions, les environnements où c'est plus conventionné. Là, je ne veux pas que les syndicalistes viennent à moi puis que ils sont là puis ils sont présents au niveau, par exemple, des syndicats pour pouvoir justement intervenir en cas de problématique, là, mais évidemment, tout ce qui va toucher la perception d'une tolérance organisationnelle aussi. Donc, quand on ignore les mauvais comportements, quand on va les sanctionner, mais de façon implicite. Fait que, tu sais, quand en tant que gestionnaire, par exemple, tu te positionnes, puis c'est comme... Tu le sais là, que tu devrais pas faire ça, puis que tu ris, puis que tu as le sourire, tu sais, aux lèvres, ben c'est pas congruent comme message. Là. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose d'important, tu sais, de démontrer que non, c'est pas un comportement qui est toléré ou qui est accepté dans l'organisation. Fait que, tu sais, comme... C'est ça. Fait que ça, c'est des choses qui vont faciliter, ou du moins dans quoi ces comportements-là vont s'enraciner. Il y a toutes les questions aussi de culture de haute performance. OK? Des cultures où bien souvent, oui, ces comportements-là vont très bien s'enraciner parce qu'on va les excuser, ces comportements-là, au nom de la... Je vais le faire entre guillemets, productivité. OK? Ça, c'est une slide là, très entre guillemets, là, disons, là, qu'on passe ensemble. Mais on pourrait dire que dans ces organisations-là, on n'a pas le temps d'être gentil. Okay? On n'a pas le temps, ou que de se marcher sur les pieds, ça fait partie de la game. Okay? C'est un peu ça qu'on va voir comme dynamique. Mais la question que je pose souvent aux organisations dans ce temps-là, c'est jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on peut réellement se qualifier de haute performance, entre guillemets, encore une fois, quand les membres d'une organisation vont se faire mépriser, écraser, quand leurs contributions vont être ignorées? Est-ce que c'est vraiment ça, de la haute performance dans une équipe de travail? Puis souvent, ces cultures-là, quand ça va s'implanter au niveau organisationnel, ça va souvent donner des avantages qui vont être injustes. À certaines personnes qui vont occuper des positions avec du pouvoir ou qui vont posséder des identités qui vont être historiquement privilégiées. Donc, ces personnes-là vont se donner le droit d'être, par exemple, irrespectueuses avec certaines personnes pour atteindre un certain niveau de performance. Mais la question à se poser, c'est à quel prix? C'est ça. Mais est-ce que là-dedans, il y a des facteurs niveau personnalité qui peuvent jouer en considération? Sûrement. C'est juste parce que je me demande, est-ce que... je sais pas si, exemple, la personne qui est devant toi, tu ressens qu'elle a de la jalousie envers une autre personne, puis c'est pour ça qu'elle agit de même. J'imagine que ça rentre aussi dans qui elle est, genre, tu sais, je sais pas. Savez-vous quoi? Ce qu'on voit quand même beaucoup dans les études ressortir, là, il y a tout l'aspect conflit aussi qui rentre en ligne de compte là-dedans. Puis bien souvent, les conflits vont être générateurs, vont générer ce genre de comportement-là. Puis ce qu'on voit même dans les études qui traitent d'intervention pour essayer d'adresser ces comportements-là là, ou ces cultures-là plus problématiques, aussitôt que tu as des équipes qui vont être hautement conflictuelles,
les interventions ne fonctionneront pas. OK. Pourquoi? Parce que si, mettons, je veux définir avec toi c'est quoi le respect au travail. C'est différent pour chaque personne. Mais ça prend quoi pour être capable de définir ça? Ouais. Faut être de un en mesure de collaborer l'un avec l'autre. Faut être capable de s'asseoir face à face, de comprendre les besoins de la personne qui se trouve en avant de nous. OK? D'être capable de l'écouter. OK. De bien l'écouter, là, tu sais. Est-ce que vous pensez, puis plein d'autres choses, mais est-ce que vous pensez que ça peut être possible quand tu es en conflit avec la personne qui se trouve en avant de toi? Tu veux pas l'écouter, tu veux pas... c'est ça. Ouais. Puis tu sais, les conflits, souvent, là, dans le terme ombrelle des mauvais traitements, là, ou des mauvais comportements, les conflits interpersonnels rentrent dans la littérature à plusieurs, tu sais, comme dans ce spectre-là, quand ça vient de nature plus... c'est ça, tu sais... Plus personnel. Plus personnel. Plus lié aux caractéristiques personnelles d'une personne. OK. Puis là, c'est comme je te le disais tantôt, je veux dire, c'est souvent basé là-dessus. Là. Fait que quand tu arrives et que les conflits vont émerger, ce qu'on observe souvent, puis je présentais, puis on regardait dans plein de dynamiques, là, amusez-vous à regarder un peu les séances de conseils municipaux ou, ou des environnements comme ça. Là. Puis rapidement, tu vois assez vite que ces genres de conflits-là, un conflit pourrait être très bien constructif, là, parce qu'on n'a pas les mêmes idées et tout ça. Mais pour être en mesure de débattre d'un sujet, il faut que tu aies du contenu. Okay? Puis, du moins, il faut que tu sois en mesure d'argumenter, puis il faut que tu sois en mesure de... Puis là, c'est souvent là que ça dérape. Ça vire au conflit relationnel parce qu'on se met à adresser des caractéristiques personnelles de la personne qui se trouve en avant de nous pour essayer de la déstabiliser parce qu'on ne sait plus, on n'a pas assez d'arguments. Puis la personne face à nous a plus d'arguments que nous. Regardez ces dynamiques-là. Puis là, on va dire des choses personnelles. C'est tellement de sens. Ça me fait penser aux débats électoraux. Même genre d'affaires. C'est littéralement ça. Même genre d'affaires. OK? On manque d'arguments, on va tomber sur des caractéristiques personnelles, essayer de déstabiliser la personne qui se trouve en avant de nous. Faut pas embarquer là-dedans, évidemment. Là, c'est ça le truc, là, mais c'est dur. Là. C'est pas toujours facile. Là, c'est ton némésis en avant, là, t'as pas le goût. Mais... ça s'en va souvent, c'est donc qu'il y a un dérapage qui se fait à ce niveau-là. Bon, les conflits, c'est une chose. Fait que les environnements hautement conflictuels, ça va être plus difficile. Puis l'aspect de caractéristiques personnelles, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais souvent, ces types de comportements-là vont être dirigés en fonction de la personne. Quand je parle d'identité d'une personne, ça regroupe plein de choses. Là. Mais entre autres, toutes ces caractéristiques personnelles, puis les traits de personnalité en font partie. Exact. Mais c'est une science toujours un peu... Ouais. Pas toujours exact quand on traite des aspects liés à la personnalité. Là. Fait que pour moi, en tout cas, j'ose pas trop m'avancer là-dedans parce que c'est un terrain un terrain mouvant, disons. Là, je pourrais pas vous donner avec certitude. Mais non, mais c'est bien correct. Puis de toute façon, tantôt, justement, je t'écoutais parler, puis je me prenais des petites notes parce que j'avais comme plein de questions, on dirait, qui venaient à ce moment-là, puis je voulais pas les oublier. Mais de ce que je comprends là, avec ce qu'on a parlé, c'est qu'entre autres, les conflits peuvent amener des gens à développer des comportements plus négatifs dans un environnement de travail. C'est ça? Oui. Parfait. Donc, mis à part les conflits, est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qui peut amener une personne à justement développer du harcèlement, à avoir développer des préjugés ou peu importe, des micro-agressions, tous ces comportements-là qu'on parle là, envers d'autres personnes dans le contexte de travail? Il y a beaucoup de choses. Il y a une explication aussi avant que je passe, parce que je veux faire le biais. Okay? Oui, vas-y. Mais il y a une explication aussi qu'on présente dans la littérature, où est-ce que, puis entre autres, quand on traite d'incivilité au travail, puis des choses plus subtiles, là, les comportements de nature plus subtile, ça génère des émotions, mais ils génèrent tous des émotions. Mais tu sais, ils vont générer certaines émotions qui vont être négatives, évidemment. Là. Puis on parle beaucoup que, dans le fond, ce type de comportement-là peut être transmis de par cette diffusion-là, cette contagion-là des émotions. Fait que tu te fais traiter de façon irrespectueuse par un ou une collègue, ben ça se pourrait que tu te revires de bord, puis que là, ton collègue te pose une question, puis que tu sois irrité, puis que tu donnes une réponse de façon un peu irritée. Puis là, tu sais, dans toute cette subtilité-là, ça va vite qu'on est en mesure, puis les études l'ont démontré quand même, c'est ça qui est fou, là, mais tu sais, ça va vite que tu peux contaminer un pan complet d'une organisation là, de par les émotions. Qui vont partir de ces comportements-là. Fait que, tu sais, fait que ça, c'est une chose qui est quand même intéressante. Là, au-delà des conflits, puis, tu sais, sinon, l'autre élément qu'on regarde beaucoup, c'est les conflits, les spirales, tu sais.
dans lequel, tu sais, les processus, œil pour œil, dent pour dent, là, tu tac au tac, là, fait que, tu sais, tu me traites de même, mais je vais te répondre de la même façon, puis tu sais, comme, c'est toujours dans une idée d'augmentation un peu de... C'est un peu comme pour les conflits, tant et aussi longtemps que tu ne l'adresses pas, ben les émotions négatives aussi là, continuent à s'accumuler, puis c'est un cercle, tu sais. Okay. Plus que tu accumules C'est ça, ouais, l'accumulation, ouais. Plus que, tu sais, il y a des chances que ça finisse par exploser. Puis que ça explose pas au bon moment, puis peut-être pas à la bonne personne. Fait que, tu sais... Exact. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, ça, ben, ça a des répercussions, ça aussi, tu sais. Ouais. Puis sinon, ben il y a toute la question des billets. Fait que les billets, surtout de nature implicite. Fait que, pour revenir à ta question de façon qu'on sait pas qu'on précise. Ouais, c'est quoi un billet, mettons? Ben, c'est une idée préconçue. Oui, tu sais, c'est un penchant, disons, en faveur ou en défaveur de quelque chose, d'une personne, OK, ou d'un groupe de personnes. C'est toujours négatif? Par rapport à un autre. Ça peut être positif des fois aussi. OK. Mais évidemment, là... Mais ça l'impacte plus quand c'est négatif. Je sais pas si j'irais jusqu'à là. Moi, j'explore beaucoup plus la tangente négative de la chose, tu sais. Mais c'est comme c'est des raccourcis, en fin de compte. Okay. Des raccourcis mentaux, oui. Ouais, raccourcis mentaux qui vont altérer nos perceptions, OK? Puis notre compréhension des gens qui vont nous entourer, puis des comportements aussi. Puis... ces billets-là, ce qu'il faut savoir, c'est que sont innés. Là, fait que, c'est bien ancré dans le fonctionnement de votre cerveau. Là. Fait que, OK. Ah ouais, c'est inné? Oui, d'une partie. D'une part, puis de l'autre part, ben, c'est acquis. Mais tu vois, je savais pas qu'il y avait une partie qui était innée. Oui, il y a une partie qui est innée, puis il y en a une autre qui est acquise. Par notre éducation, par les expériences de vie qu'on va avoir, puis aussi toutes l'environnement dans lequel les messages qu'on va recevoir de notre environnement, genre dans les médias, tout ça. T'sais. Vous savez, quand je donne mes cours, entre autres, je parle souvent des silos médiatiques. Là. Faites attention aux silos médiatiques. Parce que, on est influencé dans certaines directions. Puis on a vu des bigoteries là, apparaître chez nos voisins du Sud. À certains extents, là, puis on peut voir l'effet que ça peut avoir, en fin de compte, ces genres de mouvements-là. Qui vont émerger. Puis vous avez vu comment ça peut aller vite. Là. Une personne en position de pouvoir qui va se permettre d'émettre un commentaire ou une personne qui a de l'influence peut emmener là, des avis du gouvernement du Canada de faire attention, par exemple, pour les personnes racisées, puis pour puis les personnes de la communauté LGBTQ quand ils vont voyager en Floride. OK? Fait que ça part justement d'une bigoterie comme ça qui amène les gens là, dans un mouvement là, qui est complètement désillusionné de la réalité. Fait que, tu sais, bon, fait que ça, c'est une chose là, que j'aime bien. Puis évidemment, mais oui, tu sais, les billets peuvent avoir aussi des effets positifs. Il faut pas toujours voir juste la tangente négative. C'est parce qu'aujourd'hui, on parle du négatif. Là, on pourra parler du positif une autre fois. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand on parle de ces comportements-là, en fait, j'aime beaucoup les positionner sur deux axes. Où est-ce qu'on a des comportements qui vont engendrer de la performance, qui vont de façon positive, puis qui vont nuire à la performance dans l'autre extrémité. Puis il y a des comportements qui vont être de nature plus intense, plus explicite, moins ambigu, puis d'autres qui vont être de nature plus implicite et ambiguë. Puis tu sais, par exemple, quand on va parler d'incivilité, ben là, on va être vraiment dans de la faible intensité, beaucoup d'ambiguïté, puis ça va nuire à la performance. Le harcèlement ou la violence va être dans l'autre cadran, où est-ce que là, on va parler beaucoup plus de... Oui, elle aussi, tu sais, ces comportements-là vont affecter la performance, mais vont être beaucoup plus explicites. Et les comportements positifs aussi, qui contrebalancent ça. Entre autres, bon, le respect au travail, par exemple, ou la notion de civilité, là, on pourra en reparler, mais puis sinon, les comportements plus visibles, on pourrait parler du soutien auprès des autres, les comportements de citoyenneté organisationnelle. Bref, fait que, ça, c'est des comportements qui sont du côté où est-ce que là, ben, on affecte positivement la performance d'une organisation. Fait que, tu sais, comme... Il n'y a pas juste des comportements négatifs, il y en a des positifs aussi, puis il y en a tout autant, sinon plus. Là, mais on fera une émission pour parler du positif. Ben oui, mais il y a tellement de choses à parler, même autant dans le négatif. Il y a beaucoup de choses, puis comme je disais tantôt, moi, je prenais comme plein de petites notes en t'écoutant. Oui, vas-y. Mais c'est parce que là, tu sais, on est encore... Les billets, c'est quand même complexe. Puis comment ça affecte ces comportements-là? C'est parce que les billets vont se manifester dans toutes vos interactions, là, sur le plan social, tu sais, puis aussi sur le plan en organisation, tu sais. Puis je vous dirais que c'est ces billets-là qui vont être à la base de vos préjugés, OK? Puis des stéréotypes que vous allez avoir. Puis c'est souvent ça là, qui va mener vers des comportements de nature plus toxique ou de nature plus discriminant. Là. OK. Ouais.
Ah, Fait que OK. c'est comme un genre de... J'allais dire facteur, là, mais comme c'est comme un... Je sais pas comment dire. Là, un antécédent, ça peut comme être une cause vers les comportements d'incivilité, dans le fond. Entre autres, OK. oui. Puis d'autres types de comportements. Ce qu'il faut savoir, on parle souvent... Tu sais, tantôt, je parlais OK. d'incivilité sélective, là. Oui, c'est ça. Ah, Ben, ouais. cette idée-là, c'est que les billets, justement, Ça, tu sais, c'est- vont influencer l'émergence de comportements qui vont être dirigés vers certaines personnes. Puis l'incivilité, ben, c'est un bon Ah, mécanisme OK. parce que c'est neutre. Ouais. Ouais. Mais c'est comme un préjugé, Ben, justement, c'est vers un l'incivilité. comportement qui Qui est basé teinté, sur... Ouais, c'est qui est ça. influencé par ces billets-là, Oui, c'est ça. implicites par Ouais. ces préjugés-là, ces stéréotypes-là, Ouais, c'est ça. Aïe. puis qui vont être dirigés vers certains groupes. Ouais. Fait que, tu sais, puis en étant super neutre, l'incivilité, en tant que comportement, Ouais. ben, je suis pas capable nécessairement de l'identifier à ton genre ou à ton orientation sexuelle ou au fait que tu sois une personne de couleur Ouais. ou au fait que... Mais la résultante, c'est quoi? C'est que je réussis à t'exclure, c'est que je réussis Ouais. à t'ignorer, c'est que je réussis à te... Bon, fait que, tu sais, ça fonctionne quand même. Puis dans le fond, les recherches à ce niveau-là, puis entre autres celles que je conduis dans Oui. puis tu sais, j'en conduis beaucoup sur l'incivilité sélective, puis tout ça. Ce qu'on remarque, c'est que oui, ce traitement-là, dégradant, irrespectueux, est vécu à des taux plus élevés par les personnes qui vont être stigmatisées ou Ouais. marginalisées. Puis au bout du compte, ben, ça a des effets qui sont réels, là, tant sur leur santé, sur leur bien-être, mais aussi sur leur performance. Donc, puis ça passe. Puis il y a des études qui ont été conduites déjà il y a une décennie de ça, là, un petit peu plus que Ouais. ça même. Là. La première étude a été conduite sur le sujet. Ça fait pas longtemps qu'on commence à parler de ça, de ces mécanismes-là. Ben, ça fait partie un peu des mécanismes de discrimination modernes. Là, tu sais, Ouais. là, fait que la discrimination, elle a toujours existé. Oui. Elle a déjà été beaucoup plus explicite. Maintenant, elle est beaucoup plus subtile, elle Ouais. aussi. Ouais. Puis ça passe par des comportements plus neutres comme l'incivilité. C'est un peu ça qu'il faut se rappeler. Puis l'idée là-dedans, ben, c'est que l'objectif, je vous en parlais tantôt, tu sais, la relation, tu sais, la notion de pouvoir, tout ça, c'est important. Ouais. Groupe majoritaire, l'idée, ben, c'est, en gros, là, c'est de garder un certain contrôle, une certaine dominance du groupe majoritaire sur le groupe minoritaire. Pourquoi? Parce que quand tu fais partie du groupe majoritaire, ben, ça te permet d'avoir accès à plus de ressources, plus de pouvoir, plus de... OK? Fait que vous voyez un peu Ouais. ces dynamiques-là? Ouais. Fait que c'est un peu ça l'objectif Ouais. du groupe majoritaire. Puis tantôt, tu sais, justement, quand tu parlais un peu des comportements, mettons, me semble que ton exemple, là, c'était exemple dans une salle de réunion, puis par exemple, tu es le gestionnaire, puis tu dis que tu n'encourages pas, mettons, des comportements négatifs ou toxiques, mais tu vas avoir un petit sourire en coin quand, mettons, il y a une joke qui va... Ouais, joke, ouais. OK. Sur les femmes, mettons. Exact, mettons. Ouais. Mais mettons qu'il y a des comportements comme ça, justement, qui arrivent, puis que t'es pas le gestionnaire qui a eu le comportement implicite, là, est-ce qu'on est mieux de sanctionner ou de réprimander un comportement comme ça quand le comportement arrive, donc sur le moment, même si c'est devant plein de gens, ou tu prends la personne à part et tu lui mentionnes que c'est un comportement qui est inacceptable? C'est quoi qu'il faut faire, en fait? Ouais. C'est une excellente question. Fait qu'évidemment, il y a toute la question, puis là, on n'a pas tout vu, là. On n'a pas Ouais. tout discuté ensemble. Non, Tu sais, non. de la nature plus culture organisationnelle, il y a comme Ouais. un travail à faire tu sais, Ouais. de fond tu sais, en Ouais. tant qu'organisation. Il y a différentes façons d'intervenir. Tu sais. Puis ça, là, ce que je vous présente, mettons, ça peut être appliqué pour pas mal différentes formes. Tu sais. Puis peut-être plus des formes de nature plus subtile, là, quand on parle un peu Ouais. de microagression, de harcèlement de genre. Parce que c'est surtout ces formes-là. Tu sais, je pense pas que les gens vont nécessairement, de façon régulière, dans leur rencontre d'équipe, vivre de la violence ou tu sais, du harcèlement. Là, tu sais. Parce que, bon, les gens sont conscients quand même que c'est explicite puis que c'est clair que tu vas te faire sanctionner maintenant. Tu sais. Je veux dire, stop pour ce genre de comportement-là en groupe. Bien, ce qu'on va voir apparaître davantage, c'est ces comportements-là, là, tu sais, comme plus cachés, plus ambigus. Mettons que je vais essayer de résumer, je vais essayer de vous parler de, mettons, 3-4 façons là, qu'on pourrait intervenir. Là. Il y a des façons qui sont plus directes. OK. OK? J'aime beaucoup parler de rendre visible ce qui semble invisible. OK. OK. Ça parle, hein, quand même. Ouais. Ouais. Tu sais, quand on est confronté à ces situations-là qui peuvent être inconfortables, Ouais. tu sais, parce qu'on est comme conscient, mais on n'est pas sûr de ce qui se passe. Tu sais qu'il y a un Puis- genre de malaise, tu sais, un non-dit, mais comme... Ouais, Tout le monde c'est est ça. inconfortable. Puis, Ouais. Puis là, on se dit, ça va passer inaperçu. Bon, on va balayer ça en dessous du tapis. Tu sais, on n'en parlera pas trop. Tu sais, Ouais. mettons, je parlais de contribution ignorée tantôt. Ouais. Ça, c'est un exemple parfait. Là.
une contribution à l'endroit d'une table de réunion d'une personne qui est ignorée, Ouais. puis qui va être repris par quelqu'un d'autre après. Ouais. Puis que là, dans le fond, mettons, celle qui est ignorée, ben, c'est Maude, puis c'est une nouvelle recrue, puis que Steve, qui est senior, puis ça fait 15 ans qu'il est dans la boîte, ressort la même idée, puis tout le monde est comme « Wow, ouais, c'est une excellente idée, je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. » Ça, là, ça fait mal, OK? Ça l'a, tu sais, vous voyez un peu l'exemple, Ouais. là, à quel point ça peut être percutant pour une personne. Ouais. Mais on devrait, par exemple, tu sais, quand je dis de rendre visible l'invisible, on devrait le soulever, ça. Il ne OK. faudrait pas avoir peur de prendre la parole et de dire, écoutez, tu sais, attention, je pense que cette idée-là, elle a été soulevée un petit peu plus tôt. OK. OK? Par quelqu'un d'autre alentour de la table. OK. Tu sais, je pense pas que le crédit devrait nécessairement être attribué à Steve. Ouais. OK? Ouais. Ça, c'est une chose qu'on peut faire, mais de base. Si on veut pas, on n'est pas obligé de nommer les personnes non plus. On peut juste le soulever comme ça. Hey, je pense qu'il y a quelque chose, la personne, tu sais, elle peut prendre sa place. Ouais. Mais OK. on peut aller un petit peu plus loin que ça puis l'interrompre. Ouais. OK? Cette situation-là, OK. en disant quelque chose dans le genre, en s'adressant directement, tu sais, à la personne qui a commis ce comportement-là. Puis là, dire, hey, Steve, je sais pas si tu t'en étais rendu compte, mais c'est Maude. Tu sais, Maude, elle a soulevé la même idée il y a comme pas longtemps, tu sais. Peut-être que Maude, tu voudrais poursuivre. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais Ouais. emmener par Ouais. rapport à cette idée-là? Ouais. OK? Là, tu viens d'interrompre l'incivilité. Là, tu as fait remarquer d'un à tout le monde. OK? Ouais. Mais tu es allé plus loin, puis tu as redonné la parole à Maude. Fait que là, elle, ben, ça Ouais. permet de venir, en fin de compte, partager ce qu'elle avait à partager. Fait que dans ce temps-là, tu viens d'interrompre ton incivilité. Ouais. OK? Mais ça, il faut que tu sois pas gêné d'intervenir. Tu sais, je sais pas, on dirait que je Pas ça gêné, prend il genre- est vigilant quand même, là, parce que, comme tu dis, ça peut être des fois des choses qui passent très inaperçues. Là. Oui, puis les gens sont pas nécessairement conscients. Ben, c'est ça, souvent, les gens sont pas conscients. Parce que c'est ouais. générique, tu sais, c'est influencé par nos biais qui sont implicites. C'est Ouais. Tu sais, vrai, là. les études démontrent, C'est tu fou. sais, autour d'une table, là, que par exemple, les femmes de couleur, ce qu'ils vont nous partager, ça va être retenu moins de façon exacte, puis ça va être moins bien retenu aussi, OK? Au niveau des partages ou des contributions qu'ils vont avoir alentour d'une table. OK. OK. Fait que, tu sais, par rapport, puis les femmes aussi par rapport aux hommes, tu sais, puis ça, ben ça nous éveille quand même sur, peut-être, en tant qu'organisation, on devrait avoir des petits mécanismes là, pour faire le suivi des réunions ou noter les contributions des différentes personnes alentour de la table, ou, tu sais, pour être certain Ouais, d'avoir ouais. un suivi, Ouais. OK? Mais, tu sais, on n'est pas obligé de l'adresser directement, là, je vous sens Ouais. inconfortable, là, mais vous pourriez aller aussi dans d'autres stratégies, tu sais, comme... il y a des études qui sont sorties, ben, tu sais, comme ça fait quelques années qu'on parle de ça, mais du calling in versus calling out culture. Là. OK. T'en avais parlé Moi, dans tu le vois, je cours. connais. Moi, Ouais. Mais je m'en souviens plus, par contre, mais tu en avais parlé, je m'en souviens. Moi, je Loretta connaissais, je Ross. connaissais pas ça. Puis t'avais parlé d'un troisième terme, me semble, calling in, calling out, puis t'avais parlé Calling d'un... on. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai- ouais, c'est bon, tu t'en souviens, ouais. J'écoute tes cours. Ça, c'est quelque chose que je partage dans mes cours parce que, tu sais, vous irez voir Loretta Ross, qui est une psychologue, professeure psychologue afro-américaine, OK. qui a un parcours exceptionnel, puis qui a travaillé pendant des années à réhabiliter des membres du Ku Klux Klan. Ah, ouais. OK. Oh Ouais. my God. En tant que femme noire. C'est vraiment, tu sais, c'est inspirant comme parcours. OK. Puis, il y a un livre qui va sortir là-dessus. Là, ça va finir par sortir, j'imagine, bientôt. Mais il y a des capsules là, qui se trouvent sur le web. Là, puis, elle nous parle, entre autres, de ces approches-là. Mais l'idée du calling in, tu sais, calling out, c'est mettre la personne sur en gros, là, c'est mettre la personne sur le bûcher. Là, Ouais. puis c'est comme de dire top pour des comportements qui sont toxiques. T'es une personne toxique. Tu sais, Ouais, comme, ouais. Puis, tu sais, comme on te met, comme on t'affiche. Ouais. Le calling in, ça t'amène un petit peu plus à avoir une approche qui va être dans l'éducation, dans la bienveillance, dans cette optique-là de OK. la personne n'est probablement pas consciente des comportements pour lesquels elle opte. Puis on va l'aider un peu à prendre conscience de ça sans l'exposer, tu sais, sans la OK. rendre comme... la positionner comme étant un ou une agresseur, tu sais, mettons, là, où... C'est un peu comme l'exemple tantôt que tu as dit, je pense que Maud elle a dit, sans nommer la personne, je pense que l'idée à Maud était déjà là. je pense que C'est- tu le soulèves même pas. Ah, tu OK? sais même pas? Tu le soulèves à la personne directement, mais en la prenant à l'écart. Fait que Ouais. une fois que la réunion OK. s'est terminée, par OK. exemple, tu vas la rencontrer puis tu lui expliques un petit peu, hey, tu t'es-tu rendu compte tu sais, que Maud en avait parlé de cette idée-là avant, puis tout ça. Ouais. Puis probablement que la personne elle va faire, ah non, pas en tout. Ben, tu sais, peut-être que OK. à la prochaine réunion, tu pourrais dire, hey, tu sais, je me suis rendu compte en parlant avec Ariane que
ben Maude, elle avait déjà comme soulevé l'idée. Je m'excuse, Maude, tu sais, je voulais pas prendre ton idée. Puis là, c'est peut-être cette personne-là elle-même qui va l'inviter à... Ou, tu sais, à lui écrire directement puis dire, hey, je me suis fait dire que, tu sais, je m'excuse, t'aurais-tu quelque chose à rajouter, tu sais, on pourrait peut-être envoyer un courriel ou peu importe. Et juste de venir par elle-même, la personne, réajuster le tir, sans que ce soit une autre personne qui soit obligée de le faire. Puis là, par le fait même, ben là, elle prend conscience un peu de quel genre de comportement elle a eu. Ses propres comportements. Puis là, elle comprend pourquoi que ça peut avoir un impact, surtout, par exemple, pour une collègue junior, une femme dans son équipe, d'avoir été écartée comme ça, de la discussion ou des contributions. Il y a quelque chose d'assez... Puis, tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise de faire ça non plus, ben il y a toujours l'idée d'offrir du soutien à la personne qui va subir ce genre de comportement-là. Puis là, on est plus dans du... Tu sais, là, je suis là comme dans un exemple assez commun, là. Tu sais, comme au niveau de la contribution, mais ça pourrait être un petit peu plus deep que ça aussi, là, un petit peu plus problématique. Puis tu sais, vous pourriez aller la voir, par exemple, cette personne-là, puis dans peu importe le contexte, puis aller voir, puis lui poser des questions, tu sais, qui traduiraient un petit peu votre intérêt à en savoir plus sur le contexte, tu sais, sur ses expériences, sur ce qu'elle vit, cette personne-là, dans l'organisation. Ça va, de un, permettre, par exemple, à Maude de s'exprimer sur ce qu'elle vit au quotidien, de la situation, comment elle se sent. Ça n'a peut-être pas rendu compte non plus. Bon, pareil, on va valider certaines choses. Puis, tu sais, moi, ça lui permet de s'exprimer sur la situation. Moi, je peux pas vous... Tu sais, je le dis souvent, là, mais il y a tellement de personnes qui viennent me parler de ce qu'ils vivent au quotidien. C'est fou. Au niveau de leurs expériences, peu importe là, sur le spectre. Puis des fois, c'est pas, puis bien souvent, en fait, c'est pas pour que j'intervienne, mais c'est juste pour venir me voir puis valider. Hey, c'est-tu normal que ça m'affecte? C'est normal, tu sais, que c'est juste moi qui à le vivre vis. quelque chose, peut-être que justement, le sentiment de validation est plus grand parce que ben, t'es pas dans la gang, tu sais. T'es seul à vivre quelque chose, fait que des fois, c'est de se demander ce que je vis, c'est-tu légitime, tu sais? C'est normal que je me sente comme ça, face à un comportement qui peut sembler anodin pour certains. Personne n'a de l'air à considérer ou que, tu sais, y accorder de l'importance. Puis, tu sais, moi, je vous dirais que d'observer ces schémas-là, c'est un peu ce que je vous donnais comme truc au début, c'est fort, tu sais. Puis de le soulever après ça à votre gestionnaire, votre leader d'équipe, de façon informelle, tu sais, ou informelle, là, tu une rencontre avec, puis là, tu sais, de dire, hey, je remarque, par exemple, dans le cas de l'exemple que je vous donnais, c'est pas tout le monde qui a la chance de contribuer à la même hauteur, tu sais. À l'entour de la table, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui sont ignorés parfois. C'est quelque chose qu'on pourrait faire pour essayer, bon, que ça se reproduise pas, ou quel mécanisme on pourrait mettre en place, ou... Fait qu'évidemment, en observant ces schémas-là, il y a plein de trucs pour ça, mais, tu sais, on est en mesure d'aller mettre peut-être le doigt sur certaines réalités auxquelles certaines personnes sont confrontées dans notre équipe ou dans notre organisation. Tu dis des trucs, qu'est-ce que, genre, c'est comme exemple, il y a une situation qui se passe sur la note, genre? Tu sais, je sais pas, est-ce que... non, mais tu sais, oui, puis c'est par l'observation. OK. Fait que, tu sais, ça va passer beaucoup par la communication puis l'écoute, puis tu sais, c'est comme ça qu'on va démasquer, mais l'observation aussi. C'est pas toujours facile à faire, là. Tu sais, quand tu es en rencontre, tu participes à la discussion, puis là, tu commences à observer les interactions. C'est ça, faut que tu sois genre conscient. Tu te dis, OK, en ce moment, je regarde s'il y a des comportements d'incivilité, puis comme tu fais juste regarder puis observer, genre, puis dans ta tête, tu te dis, OK... Vous savez, pendant mes études, j'avais un rôle en entrevue dans une organisation où est-ce qu'on validait les outils de mesure, puis mon rôle, c'était de faire de l'observation. Je disais, ben là, moi, aujourd'hui, je suis là, moi, c'est Rémi, je suis là aujourd'hui en tant qu'observateur, tu sais, puis là, je passais mon temps à observer ce qui se passait au niveau des interactions. Au niveau des réponses qui étaient données, au niveau des... pour essayer d'aller déterminer certains trucs, là, mais... Du non-verbal, peut-être aussi. Ouais, dans le non-verbal, puis dans le paralangage aussi, là, tu sais, comme... dans le discours de la personne. Puis, mais c'est ça. C'est vraiment intéressant, mais il y a plein de choses qui ont dû ressortir de tout ça, là, mais... Mais peut-être aussi... ça, je sais que j'y arrive vraiment tard, là, mais parce que je pense aussi aux gens qui écoutent. Je pense à des proches aussi qui écoutent le podcast, puis je me dis, nous, on parle beaucoup de choses aussi qu'on connaît un peu, mais est-ce qu'on peut définir les micro-agressions, les macro-agressions? Parce que nous, on en parle comme si de rien n'était depuis tantôt, mais tu sais, est-ce que c'est similaire, en fait, à de l'incivilité un petit peu? En fait, ce qui va devenir similaire, c'est les racines, je te dirais, dans lesquelles tout ça est ancré. OK?
OK. Vous allez voir, je pourrais vous le définir. T'sais, quand on parle de microagression, on va souvent parler de microagression raciale. OK. C'est tout ce qui est mépris, insulte, dénigrement, invalidation. OK? Mais c'est subtil, de ça comportements-là, oui, Ouais. sont pas nécessairement si subtils que ça. OK. Des fois, quand ça devient très symbolique, ou que ça devient... il y a des comportements qui deviennent plus macro, là, ça devient plus tant implicite que ça. Là, OK. mais si on s'intéresse vraiment au micro, micro-invalidation, micro-insulte, dirigé en fonction, par exemple, de la race d'une personne. OK. Puis ça pourrait être aussi repris, on en parle parce que ça fait des années qu'on parle des microagressions raciales, mais ça pourrait être des microagressions qui sont dirigées, par exemple, aux femmes, ça pourrait être des microagressions qui sont dirigées à n'importe quelle minorité. OK. Mais je veux dire, quand on parle de microagressions, c'est un peu comme je vous disais. OK? Ils peuvent être manifestes, ils peuvent être intentionnels aussi. OK? Puis c'est pour ça que, ça vient pas si micro que ça, là, parce que souvent, avec le terme microagression, on a l'impression que c'est subtil, c'est petit, ça paraît caché, puis tout ça. Ouais. Et comme quand on va opter pour certaines insultes ou dans le discours, la façon dont on va parler de certains groupes ou quand il va y avoir de l'affichage de certains symboles racistes, comme des croix gammées. OK. On peut parler de la situation au niveau des Juifs, par exemple, avec Ouais. les conflits dans les derniers mois. Qui s'occurent avec la bande de Gaza, puis tout ça, mais les formes plus subtiles puis plus implicites, comme je vous disais, micro-insultes, micro-invalidation, tout ça, ça pourrait aussi passer par comme demander à une personne de couleur comment elle a réussi à obtenir un poste de direction dans une organisation. OK? Oh my God. Ça prend diverses formes, que ce soit verbal, peu importe, mais je me souviens d'une étudiante, entre autres, d'un de mes cours, qui m'avait partagé, Rémi, c'était une femme d'affaires brillante, de couleur, qui était partie, qui nous a fait beaucoup de partages dans le cadre de ce cours-là. Je ne sais pas si c'était dans une de vos cohortes, là, mais puis elle me disait, on est allé magasiner dernièrement avec une de mes amies, puis c'était suite à la COVID. OK. Puis elle dit, on s'en va, on magasine, elle paye en argent, puis la caissière, elle lui a donné l'argent, mais sur le bout des doigts. OK. Elle dit, on a beau comprendre qu'on est en situation post-pandémique, mais la pandémie est pas mal finie, mais la première réaction qui te vient en tête, c'est est-ce que c'est parce que je suis une femme noire ou une personne noire qu'elle agit avec dégoût quand elle me donne mon argent? Mais ça, c'est ancré là, dans l'histoire, dans l'historique social, qui nous amène à être plus sensibles face aux identités marginalisées qu'on va avoir. On réfère ça souvent à ça, puis assez rapidement. Parce que, veux pas, puis un autre exemple très commun, j'étais avec une de mes collègues, on s'en va au restaurant, elle est française, passe à la caisse en avant de moi je passe deuxième, puis le caissier se met à rire. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Il dit, excusez, je suis un peu surpris, je pensais que vous seriez français, vous aussi, OK. C'est subtil, il lui va mal faire. Mais lui, il était surpris, parce que là, pour lui, probablement que, il pensait qu'on était un couple, puis que les Français sont en couple avec des Français, OK. ou qu'on visitait. Okay. Bon, t'es des touristes, ou je sais pas. Ouais. Mais pour lui, un allait avec l'autre. Faut pas oublier, là, je veux dire, quand on travaille sur ces sujets-là, ce qu'il faut se rappeler, puis la notion d'éducation est importante. C'est ce que je parlais tantôt, on n'a pas eu la chance d'en parler là, aujourd'hui encore, là, mais on n'aura peut-être pas le temps non plus, mais... Ça va tellement vite, là. Mais tu sais, la notion d'éducation est importante parce que le commun des mortels est assez limité. Tu sais, vous savez à quel point on a des informations qui nous parviennent là, dans une journée, puis on n'est pas capable de toutes les traiter. Puis entre autres, ces biais-là, ces catégorisations mentales-là nous aident à trier, puis à comprendre les autres beaucoup plus rapidement. Mais on reste ancré un peu, puis ça nous influence beaucoup, puis on reste ancré dans des idées. Bon, fait que, mais l'idée là-dedans, c'est que toutes ces petites micro-agressions-là, quand ça se passe dans le quotidien d'une personne, c'est un rappel constant, puis continu d'un statut de deuxième classe. Ouais. Ah, c'est ça. OK? C'est ça que ça envoie comme message. Puis que ce soit dans les séries télé, OK? Les messages qui vont passer. Donc, pour nous autres, ça peut peut-être sembler banal. On vit peut-être pas ça au quotidien autant. Ouais.
mais plus que tu vas te trouver à l'intersection d'identités qui vont être marginalisées, ben, un petit aparté. Dérangé en plus. On reprend. C'est drôle. Non. On va le laisser. Ouais, tu peux Non, mais continuer. plus que, tu sais, ça peut nous sembler banal, mais tu sais, je vous dirais que c'est drôle. vécu de façon cumulative, ça devient extrêmement irritant. Puis ce que les études démontrent, c'est que l'effet est vraiment plus grand pour, justement, les personnes qui vont présenter des caractéristiques identitaires marginalisées. Ça, c'est une autre chose qu'on n'a pas parlé, mais que les gens pourront en laisser former, l'idée d'intersectionnalité. Donc, plus que tu te situes à l'intersection d'identités qui sont stigmatisées ou marginalisées, plus que tes expériences sociales vont être façonnées de façon négative. OK? Qui vont être comme teintées. Plus que tu vas être désavantagé sur le OK. plan des relations sociales. OK. Fait que, puis ça serait assez... On peut faire un comparatif, mais tu sais, si tu es une femme de couleur monoparentale, arabe, par exemple, musulmane, versus tu es une femme blanche, OK, cisgenre, bon, OK, tu n'auras pas la même réalité. Tu sais, que les deux femmes n'auront pas la même réalité sur le plan qualitatif. Là. Les expériences sociales vont être complètement différentes, mais plus que tu te trouves à l'intersection de ces identités-là, puis c'est ce que la recherche démontre, plus que ton traitement social va être différencié puis désavantagé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est fou. Mais je trouve ça vraiment intéressant, puis full... honnêtement, j'apprends comme plein de choses. Là. Il y en a beaucoup, hein? Mais là, j'ai pitché plein d'affaires. Ouais. Mais on dirait que qu'est-ce que je retiens, c'est comme que 75%, c'est énorme. Puis genre, on dirait que ça me fait peur de retourner au travail parce que je me dis, crime, aujourd'hui, j'ai peut-être une chance que moi, je fasse l'incivilité ou que j'en vive. T'sais. Fait que je suis comme juste... C'est fou, c'est comme dans notre quotidien, puis on s'en rend même pas compte. Là. Savez-vous quoi? On pourra peut-être même, tu sais, comme... Parce que là, je vois que le temps avance, on pourrait conclure là-dessus, mais tu sais, il y a des choses qu'il faut que vous reteniez. Oui. On est humain. Oui. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal de commettre des faux pas. Si dans votre environnement de travail, vous êtes en mesure d'être en écoute active, de faire preuve d'inclusion, d'être en mesure de remercier des collègues, de reconnaître les contributions des membres de votre équipe. C'est des exemples là, au niveau des pratiques au quotidien, là, des comportements pour lesquels vous pouvez adopter. Ça va déjà vous aider à être de façon plus générale, plus respectueux ou plus civil ou plus conscient de ce qui se passe alentour de vous. Il y a la notion d'auto-réflexion aussi qui est importante. Puis c'est bon, tu te poses cette question-là. Mais tu sais, j'ai des comportements, moi aussi, qui peuvent favoriser l'incivilité. Puis dans le feu de l'action, quand tu es sous pression, tu es sous le stress, c'est facile de perdre le contrôle, mais le plus important, c'est de réajuster le tir. C'est de le reconnaître. J'ai perdu le contrôle. Tu sais, hey, je m'excuse, je voulais pas t'interrompre tantôt. Mais je l'ai fait. Puis écoute, la prochaine fois, je vais porter une attention plus particulière pour pas que ça se reproduise. Ou j'aimerais ça entendre la suite de ton idée. Okay? Ou, tu sais, je sais que je t'ai brusqué dans le courriel que je t'ai envoyé hier. Tu sais, excuse-moi, j'étais sous l'effet du stress, je suis fatigué. Ça excuse pas le comportement que j'ai eu, mais sois assuré que la prochaine fois, je vais prendre le temps avant de t'envoyer un courriel ou de répondre à quelqu'un où je vais répondre de façon beaucoup plus attentive. Fait qu'il y a comme une façon de réajuster le tir qui est importante. Puis déjà là, quand tu es capable de... Puis tu sais, en tant que leader, c'est encore plus important parce que c'est toi qui dois démontrer les comportements qui sont attendus. Vous le savez à quel point ça a une importance. Faut que tu montres l'exemple. Il faut que tu montres l'exemple. Puis tu sais, dans tout ce que je vous partage aujourd'hui, en tant que leader dans une organisation, il y a beaucoup qui repose sur vos épaules. On avait parlé dans un de vos derniers podcasts, 70% à peu près. Oui, 70% que Julie qu'on avait parlé. Tu sais, qui repose sur les épaules d'un gestionnaire. Ben, ça aussi. Puis, tu sais, il faut reconnaître quand même que les gestionnaires ont un rôle difficile à jouer dans les organisations. Ils doivent jongler avec beaucoup de choses. Je suis conscient qu'on veut les sélectionner ou, tu sais, ils ont peut-être des avantages X, Y, Z pour occuper ces positions-là, mais ça reste des humains, puis les faux pas sont possibles. Oui, puis, tu sais, à la limite aussi, il existe des leaders dits informels, tu sais, fait que des gens aussi qui ont une certaine influence sur d'autres personnes. Fait que, tu sais, si les gens, tu sais, si tu viens conscientiser peut-être ces personnes-là, les leaders informels, ou du moins les éduquer sur certains comportements
pour lesquels être vigilant, ben au moins, tu essaies de limiter les dégâts. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'autre tangente, on n'a pas parlé de programme de promotion du respect au travail. Qu'est-ce que ça prend pour implanter ces genres de programmes-là? Bon, on a vu quelques éléments. On parlait de conflits, situations conflictuelles. On a parlé de, un peu à travers tout ça, de l'importance des connexions interpersonnelles, mais il y a plein d'autres choses aussi. Puis, entre autres, de parler de qui sont nos acteurs de changement, qui sont nos agents de respect au travail, qui va diffuser le respect, puis ça va passer par ces acteurs-là, qui vont être formés, qui vont être sensibilisés face à ça, puis qui vont être en mesure d'aller intervenir tantôt dans la réunion, ou peut-être que vous autres, vous n'étiez pas à l'aise d'intervenir. On va les outiller pour être capable d'intervenir dans ces situations-là, d'avoir un œil, une sensibilité plus grande. Fait que, en tout cas, mais ça, on pourra un jour peut-être en reparler ensemble. Oui, certainement, parce qu'honnêtement, même sous cet angle-là, sur l'aspect peut-être plus négatif, entre guillemets, j'ai l'impression... En tout cas, moi, j'aurais pu en jaser encore vraiment longtemps. Puis, au préalable, moi et Eve, on s'était préparés, puis j'avais mis des questions sur l'aspect du climat de respect aussi au travail. Mais ça, ça sera le sujet d'un autre épisode parce que je sais qu'on n'aura pas le temps de faire le tour. Là. Non, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis, comme toutes les notions d'auto-apprentissage pour essayer de contrer un peu les biais, relations interpersonnelles. Il y a plein de choses qu'on pourrait voir en lien avec ça. Puis, il y aurait plein de ressources aussi auxquelles on pourrait référer vos followers. Mais une chose qui est peut-être importante à retenir, puis je vous l'ai soulevé tantôt, mais c'est la notion d'établir des normes. Ce qu'il faut se rappeler par rapport à ça, c'est quand on a une norme, puis vous allez voir là, quand je parle de ma définition de civilité ou de respect, parce que civilité, ça a un terme qui a un passé un peu sombre. Là. Quand on réfère aux pratiques coloniales, par exemple, qui ont effacé, déplacé des peuples, des cultures, qui les ont effacés complètement, les cultures autochtones. Évidemment, j'aime mieux utiliser le terme respect aujourd'hui. Mais ça, on pourra en reparler dans un autre épisode, là, mais la base, c'est les normes. Fait que, on définit le respect à partir de normes qui sont explicites pour tous. Parce que souvent, les normes vont être présentes, mais elles vont être implicites. Puis je les rends explicites. Donc, de faire des règles. On clarifie c'est quoi. Faire un contrat d'équipe pour respecter ces règles-là, ça aide. Fait que, on pourra, mais c'est la base, Fait que, mais on pourra, en plus de travailler les relations interpersonnelles et tout, mais on pourra en jaser. Wow! Hey, c'est fou, je trouve ça vraiment... En tout cas, mais t'as vraiment super bien clos le sujet, puis je pense que ça nous amène à la question brise-glace du jeu. Eve, t'es c'est ce qui me stressait le plus, je pense. C'est pour ça que je voulais pas conclure. T'es déjà amené? J'ai continué. Ils sont dedans. J'ai mis les 5 qu'on avait comme présélectionnés. Fait que Rémi, tu vas pouvoir en choisir. Fait que dans le fond, tu sais déjà c'est quoi un peu notre concept, puis t'as écouté nos épisodes. Oui. J'en pigeonne au hasard. T'en pigeonnes au hasard, puis tu y réponds. C'est des questions pour apprendre à connaître, dans le fond, la personne en arrière du prof, du chercheur. C'est bon. Puis là, vous les avez présélectionnés. On en a présélectionné 5. Mais c'est parce qu'il y en a, en fait, certaines qui... parce qu'on la dernière fois, avec Francis, on avait été avec le jeu, je pense que c'était Brise-Glace. Puis là, on voulait essayer le jeu Team Building. Fait qu'il y a des questions qui sont aussi axées sur l'équipe. Mais on voulait plus y aller, en fait, sur des questions plus générales. Toi. OK, c'est parfait. Fait que là, tu me présentes ça pour que j'aille au centre, je vais y aller. OK. C'est une grosse question. Quel objectif professionnel aimerais-tu atteindre dans les années à venir et pourquoi? J'aime ça! Quand on est dans le milieu... On va finir mon poste de Non, mais c'est une question qui est là. C'est une question qui est importante. Quand on est dans le milieu académique, les gens vont souvent se fixer des objectifs qui sont beaucoup de nature liés à la performance. Publier dans des grands journaux de recherche, créer des partenariats, aller chercher des grosses subventions pour comme tester des théories, devenir un leader. Mes ambitions sont plus modestes que ça. J'espère être en mesure de créer des collaborations avec certaines organisations. C'est déjà entamé, là, je suis content. Yeah. Mais puis d'ici quelques années, d'avoir un impact sur la vie des gens, sur la vie des employés, sur la vie des personnes aussi dans une société.
sais, mon objectif, c'est vraiment ça. Ils se souviendront pas, là, dans 50 ans, du bonhomme, la belle de Raspe, qui était prof, gna à Sherbrooke, de son article sur la théorie de. OK? On va me citer, là. OK? Vous le faites, là, vous en citez des articles, là, sans porter attention à qui vous citez, là. Tu sais, comme... Moi, ce que je veux, c'est qu'on se rappelle de Rémi, tu sais, puis de l'impact qu'ils ont eu pour une organisation, pour une personne, tu sais, parce que c'est comme ça que tu restes vivant dans la mémoire des 100%. gens. L'impact que tu vas avoir eu sur leur vie. Il est comme... C'est drôle, t'es comme modeste, mais genre, toi, t'es genre, je veux vraiment impacter la personne, puis je veux qu'elle s'en souvienne juste à temps que la personne meure, tu sais. Mais oui! C'est comme, c'est modeste! Non. Mais tu sais, c'est pas modeste, mais c'est gros quand même comme objectif. C'est très gros, finalement. C'est un gros objectif, mais... C'est un bel objectif, puis je te le souhaite, écoute, je trouve que c'est vraiment... changer la vie des gens, c'est quelque chose qui... Ouais, mais tu sais, ça reste modeste dans le sens où ton objectif est... Bon, peut-être que oui, ben, tu sais, ton objectif, en fait, ça serait, disons, de marquer la vie peut-être d'une personne, mais tu as de l'ambition, tu as suffisamment d'ambition pour dire que tu veux marquer, par exemple, une organisation ou comme plein de gens dans une organisation. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je pense que je comprends un peu l'idée. Ben, ouais, c'est ça. Mais avoir un impact qui va faire en sorte que les gens vont sortir peut-être grandis d'une expérience ou tu sais que ça va avoir un impact sur leur quotidien ou leur façon de voir les choses ou tu sais puis ça ben tu sais je pense que c'est ça. Ben, ce qui est beau là-dedans en fait c'est que ton objectif est qualitatif et non quantitatif. Mais dans le sens où ton but c'est pas de justement là d'accumuler les articles, les prix puis les collaborations là, c'est pas mal plus avec qui tu vas collaborer, tu sais la pertinence de tes articles puis le message que tu vas faire passer aux gens qui t'importent là, au final, fait que oui. Ouais. C'est vraiment l'impact, c'est l'impact sur leur santé, c'est l'impact sur leur bien-être, c'est l'impact sur Puis tu sais, je pense que tu sors du podcast aujourd'hui, je pense que les gens qui vont nous avoir écoutés, puis même nous, là, tu sais, on a appris vraiment beaucoup, puis je pense que c'est juste avoir des discussions de ça pour savoir un peu, tu sais, être conscient que ça existe, les comportements d'incivilité au travail. Puis tu sais, moi, en premier, j'ai l'impression que je vais vraiment plus faire attention à comment genre, j'interpelle les gens, puis dire allô aux gens. Tu sais, c'est vrai que parfois, je me lève un matin et j'ai pas le goût de te dire allô. Mais si ça reste que ce comportement-là, ben, ça peut être vu comme étant de l'incivilité. Puis tu sais, je pense que sur ce côté-là, genre, je vais faire attention. Tu sais, fait que merci. C'est une prise de conscience. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est vraiment ça, tu sais. Les comportements les plus subtils C'est sont ça. les plus présents, tu sais, les plus simples sont les plus présents dans les organisations. Fait que Oui. dis-toi que tu as changé la vie d'une personne aujourd'hui. Ah bon, ben, merveilleux! Oui. Non, mais pour vrai, c'était vraiment enrichissant. Là, c'est comme Eve a dit, tu sais, elle a... ben, moi aussi, d'ailleurs, là, ça nous amène à faire de l'introspection. Je réfléchissais beaucoup pendant que tu parlais, mais il y a tout l'aspect, justement, tu nous as éduqués, mais en même temps, c'était très knowledge unlock, là, genre. On dirait que je me sens comme ça, là. Il y a plein de portes ouvertes, hein. On a vu que la pointe de l'iceberg. Ben, c'est ça, mais Ouais, c'est fou, c'est là, ça. mais on dirait que ça m'amène à comme faire plein de prises de conscience C'est et de fou. liens avec plein de choses. Fait que Ouais. merci full, pour vrai, Rémi, c'était vraiment Merci. intéressant. Ah ben, merci à vous Tellement. autres, puis on se Peut-être. recroisera peut-être. Ben oui, dans on la se revoit prochaine bientôt. saison. Ben oui, Prochain épisode. ben oui, c'est ça. Merci full. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn et TikTok. Nous partageons du contenu régulièrement. Soyez des nôtres et prenez part à des discussions enrichissantes sur différents thèmes en lien avec la santé organisationnelle. Pour des questions de type team building ou brise-glace, utilisez notre code promo RH, EREH, sur le site web meilleur.com pour économiser 15% de rabais sur votre commande.